Bonsoir à tous. Bienvenue à Jésus. Espace. La bibliothèque de l'Université de Lorraine. Où on échange, on partage, on ajoute, on cancelle par la connaissance. Mais surtout, on s'anime parce que la bibliothèque, c'est un cadre de lecture, de confirmation. Et je vois depuis le début de l'année plusieurs de nos partenaires usagers s'acharner à lire, à faire des exercices. Certains arrivent à résoudre leurs problèmes, les équations, d'autres reviennent le lendemain pour continuer. En tout cas, la bibliothèque, c'est l'espace qui est à cela. Et aussi, c'est un espace, comme je le disais, où on devrait plutôt de temps en temps s'adonner à l'animation. Voilà. Pas seulement s'asseoir face à son écran, face à son cahier ou à son livre, mais s'activer aussi, revenir aller chercher la connaissance au-delà de ce qui se donne dans les amphis, au-delà de ce qu'on a dans les livres, au-delà de ce qu'on a accès à travers l'ordinateur. Et donc ce soir, cet après-midi, pendant le soir, c'est que ce qui va être très long et intéressant. On reçoit pour une communication et un pour but de présenter l'art public dans la ville de Lomé au travers de quelques questionnements. Par exemple, comment l'intégration de l'art dans la ville de Lomé a-t-elle évolué depuis les indépendances? Quelles sont les typologies d'art existantes dans l'espace public à Lomé? Quel avenir pour l'art public à Lomé? Du fait de la multiplicité des ronds-points qu'on a maintenant, on se demande si Lomé abrite des œuvres d'art ou Lomé, est-ce que Lomé abrite suffisamment d'œuvres d'art? Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi quand le groupe m'a proposé de faire une communication là-dessus, j'ai tout de suite accepté et nous l'avons le 2 février et ça nous réjouit. Le groupe est architecte, artiste plasticien, enseignant d'art plastique et d'architecture à Léon. Mais je voudrais ajouter, pour ceux qui fréquentent la bibliothèque tous les jours et qui admirent les fresques, sur la façade est et nord, c'est ça, nord-ouest de la bibliothèque, ceux qui admirent cette œuvre ont devant nous l'artiste, l'architecte qui a dirigé les travaux. D'abord conçu et dirigé les travaux. Donc nous voyons les résultats tous les jours, nous apprécions la beauté et la qualité des travaux. Je voudrais profiter de l'explication, je voudrais féliciter M. Commandant en public. Je voudrais te dire merci et te féliciter pour ce travail. L'entrée de l'université aussi, ce n'est pas seulement sur l'université, mais les œuvres, les textes qui ornent l'entrée de l'université, eh bien, ont été réalisés, conçus et réalisés sous la supervision de l'EPO. Et donc, celui qui est au plateau ce soir pour vous égayer, j'allais dire instruire, en tout cas, vous partager avec vous celui-là comme résultat de la recherche en ce qui concerne les œuvres de Paul Harry, notamment notre outil, est un outil que nous allons employer, n'est-ce pas, je l'espère, pour plus de visibilité de l'art qu'on a développé, pour plus de visibilité de ce que nous offrons à la bibliothèque de ces données. Avant de lui donner la parole, parce que je suis le conférencier, je ne peux pas beaucoup parler, je voudrais inviter les usagers qui sont curieux de partager cet instant avec vous. Je sais que nous sommes en période d'examen, mais ce qui fait la différence, c'est ce qu'on acquiert en dehors de ce qu'on apprend. C'est ce qui fait la différence toujours ou pas dans cette vie. Donc ceux qui sont intéressés, qui pourraient toucher leur curiosité de ce point où il y a pas de la plastique, pour qu'on puisse démarrer effectivement la séance de cet après-midi qui va s'étendre dans la soirée. Merci beaucoup. Je donne la parole à Lepo pour la suite.
Je voudrais tout d'abord remercier encore le directeur de la bibliothèque de son dynamisme et vraiment la force qu'il imprègne à ce lieu qui est la bibliothèque de l'Université de Lomé, qui est devenu, je vais dire très peu de temps, un lieu de rassemblement, de culture et de réflexion intellectuelle. Donc, je voudrais également aussi remercier mon professeur Eric Monamou, qui m'a fait l'honneur d'être là ce soir. Je rappelle que j'étais en première année à l'EACO. Donc, il a été l'un de ceux-là qui m'ont donné la passion de l'art. Voilà, donc, si j'ai choisi de faire cette communication, c'est à la suite de réflexion du travail que je fais déjà dans la vie autour de l'art public. Donc, on va, sans tarder, on va commencer cette présentation. Ok. Donc, dynamique de l'art dans la ville de Lomé depuis Paul Haï à nos jours. Donc, tout d'abord, je vais essayer de définir ce concept parce que tous ceux qui sont ici ne sont pas dans le domaine de l'art. Nous avons l'art qui se définit comme une activité ou une idée ou un produit qui s'adresse au sens, aux émotions, à l'intuition. Et pour matérialiser cette idée, l'artiste va utiliser un moyen qu'on appelle probablement le médium. Donc, pour la présentation, vous allez entendre parler du mot médium. Donc, sachez que c'est le moyen par lequel l'artiste matérialise son art. Donc, on a également les arts majeurs. De façon générale, on a ce qu'on appelle 9 arts majeurs: l'architecture, la sculpture, les arts visuels, lecture, dessin, musique, littérature, poésie, art de la scène, cinéma, médiathèque, art médiatique et bande dessinée. Et aussi, donc, dans notre réflexion, on va s'attarder sur les arts dits plastiques, donc qui concernent les arts qui regroupent les œuvres produites à travers des volumes et des surfaces à deux dimensions. Dans le suite du jour, pour la définition de l'espace public, je prendrai la définition de Thierry Paco qui disait: l'espace public, ce sont les rues, les places, les parvis, les boulevards, les jardins, les parcs, les plages, les sentiers forestiers, campagnards, les réseaux viaires, bref, tout ce qui permet d'accéder de façon libre et gratuite. Donc là, on va parler de l'espace urbain, l'espace public, l'espace qui est accessible gratuitement. Et dans le cadre de l'art public, l'espace public va s'étendre à ce qu'on appelle l'art visuel, l'espace visuel. Donc ce qu'on peut voir depuis les rues d'une ville va constituer un socle de réflexion pour l'art public. Donc là, on va parler de l'espace visuel public parce qu'il y a aussi l'espace privé. Il y a des ouvrages qui sont publics, mais non, ce n'est pas accessible, un peu comme la présidence. Donc, toujours dans l'art public, on va le définir comme un art qui est installé dans les espaces publics. Ces espaces étant entendus comme opposés aux espaces privés, un art financé par les pouvoirs publics. Ou encore un art qui interagit avec le public et transforme les espaces publics. Donc, au cours de cette définition, l'espace visuel et l'espace de mouvement, on va définir là le terme d'art public comme toute intervention dans l'espace humain, capable d'être perçue dans le champ visuel de tous les usagers humains avec ou sans contrainte d'accessibilité. Donc, quel était notre constat suite qui a motivé notre recherche sur l'art public? On a observé que depuis
technologie. Donc on a essayé d'avoir une approche native, même si on est dit, mais comme c'est un travail scientifique rigoureux, donc on a essayé de collecter des données, malgré qu'il n'y a pas assez de du lab public locaux. Donc on est allé sur le terrain, on a identifié les œuvres d'art, on a cliqué les données, cartographié, donc on verra tout cela dans la présentation. Voilà, donc est-ce que je peux parler? Donc, on a une présence non signée, c'est des difficultés que nous avons rencontrées. On avait une présence non signée de certaines œuvres dans la ville. Donc, une possibilité que certaines œuvres non documentées aient disparu, soit déjà disparu dans l'espace public aujourd'hui. Une difficulté d'accès à certaines institutions, surtout des institutions comme les banques, donc où il y a la présence artistique, mais on ne pouvait pas avoir accès à ces institutions-là. Donc, étant ainsi, on va rentrer dans le contexte général de l'art public. Où est partie la genèse de l'art public dans l'espace africain? Donc, tout d'abord, on a eu un rapport d'histoire entre l'art et la religion. Le premier, là, d'abord, servait, là, on a les grottes de Tassili, je pense dans le Sahara, où on a des premières représentations rupestres de l'art. Ensuite, on a aussi des représentations animistes, peut-être dans nos régions traditionnelles, où là, il est utilisé comme des éléments culturels et symboliques. On a là comme l'art premier comme langage de communication. Okay? Donc c'est parti depuis là où on avait en Égypte, sur les murs, on avait des représentations en hiéroglyphe qui étaient des signes de communication. Donc on a également la présence de l'art dans l'architecture traditionnelle, que ce soit en Égypte, que ce soit au niveau aussi du Cameroun. On a la présence au Burkina, chez les Kasséna. On a également des bas-reliefs sur les palais d'Abomey au Bénin. Donc, toujours dans l'évolution historique, à terme dans l'espace africain, on a là comme vecteur des traditions et des connaissances. Il y a toujours que ok. Donc on a là comme vecteur des traditions et des religions et des connaissances. Voilà, on a là un usage utilitaire et décoratif, mais toujours religieux et également symbole de pouvoir. À la fin du 19e siècle, qui marque le début de la colonisation, après au 20e siècle, on a là comme outil symbolique et commémoratif, c'est-à-dire surtout après les indépendances. Là, il peut être pour cristalliser l'identité, pour commémorer cette liberté. Donc au XXe siècle, que devient l'art public? Parce qu'on est dans le XXe siècle, donc c'est une réponse dans un débat qu'on pourra avoir par la suite. Donc dans la suite des choses, on a, dans le cadre de l'Europe, on a au XVIe siècle, on a là comme démonstration du pouvoir aristocratique et religieux qui fallait se procurer de l'art pour montrer sa puissance. On a au XVIe siècle là comme démonstration du pouvoir politique, dont les empereurs se faisaient bâtir leur effigie dans l'espace public pour montrer leur domination politique. Donc on a là comme au XVIIe siècle, au XIXe siècle, on a là comme outil d'éditation des villes. Donc ensuite au XXe siècle, on a là comme outil commémoratif et symbolique. Là, c'est après entre les deux guerres. Donc après les guerres, là va être utilisé pour retransmettre des valeurs, commémorer les morts. Donc au XXIe siècle, à l'Europe, ils ont choisi l'art comme outil d'attractivité territoriale, l'art public. Donc l'art est devenu comme
à usage industriel et décoratif. Donc là, l'art public n'est pas vraiment encore représenté. De 84 à 69, on a une première urbanisation de la ville. On a la présence des architectures coloniales, la création des premiers. Et à partir de 1961, on a là comme outil symbolique et commémoratif. Donc on a la création, par exemple, du monument de l'indépendance à cette date-là. Donc de 61 à 2010, on a une période que nous dans notre recherche, c'est un choix, appelée période AI, où on a aussi la naissance de l'école de Lomé. À cette même période, on entre en détail là-dessus, on peut noter la naissance un peu du street art qui est représenté un peu par la peinture murale, ce qu'on appelle communément street art. Ensuite, à partir de 2019, de 2010 à aujourd'hui, on a observé une diversification des mesures, une explosion quand même de la production artistique. Donc on verra cela avec les chiffres tout au long de cette présentation. Donc on a divisé en trois périodes ce développement de l'art dans l'espace public à Lomé. Donc cette période AI, cette période AI et cette période que nous avons appelée période dit qui se poursuit actuellement. Donc, la dynamique de l'art dans cette période-là, de 84 à 61, donc nous allons avoir une dynamique quantitative, qualitative et spatiale. Donc, dans l'espace entre 1884 et 1960, on aura la création, ce que nous avons pu recenser dans nos études, de deux monuments majeurs. Il y a le premier, le monument Jean de Clémenceau, d'après le guichet de John Badaou, qui n'existe plus aujourd'hui. Je crois que ça a été ramené au niveau de l'ambassade de France, je ne sais plus trop, et que c'est le PSA qui existe encore aujourd'hui au niveau de l'ancien stade. Et on a le monument aux morts qui a été fait en 57, je crois, par Georges Pousset, si je ne me trompe pas, donc qui a été fait en 1957. Ce sont les deux monuments qui sont les témoins de l'avant-indépendance. C'est-à-dire déjà, vous pouvez déjà analyser la caractéristique de l'art à cette époque-là. Donc on est en pleine colonisation. Et après, après 1913, bon là je suis dans la dynamique spatiale un peu à cette époque, il faut dire que de 84 jusqu'à pratiquement 60, la ville s'étendait sur vraiment le boulevard central. Donc au niveau de Lomé. Donc, dans la période maintenant que j'ai appelée la période Haïti, où on va, qui va de 1961 à 2010, juste au moment du choix du décès de Kokolaï, on a constaté une création de 32 œuvres dans la ville. Donc, on a constaté qu'il y avait à peu près 32 œuvres dans la ville. Donc, 3 monuments qui ont été créés par la suite, 7 installations de sculptures, une fontaine, 14 œuvres murales en relief, 7 mosaïques et pas de peinture. Donc, il faut dire peut-être que la peinture ne suivit pas dans le temps où est-ce qu'il y avait une création de peinture à cette époque, donc on ne sait pas. Toujours dans l'analyse, on a essayé de recenser les artistes qui ont intervenu à cette époque. Donc, il faut dire majoritairement sur ces œuvres dans la ville, nous avons constaté que 21 créations a été faite par Kolaï, à peu près 21 créations a été faite par Kolaï, et on a quand même quelques interventions au niveau de Bon Pasteur, Panko Adami, ou le monument de la colonne de la paix. Maintenant, donc, on a Georges Schmitt, cet événement-là, qui a fait la première école murale à Lomé. Parce que au niveau de l'INH, l'Institut national du Diable. Voilà, donc il a fait l'une des premières œuvres murales à Lomé, en mosaïque, pas de verre. Donc, on a la dynamique de cette période. Maintenant, après, on a une deuxième période, la troisième période, que nous avons appelée la période libre, qu'on peut sectionner en deux parties, de 2010 à 2017 et à partir de 2017. Vous verrez pourquoi j'ai fait cette section-là. On a recensé 55 créations artistiques entre ce temps-là. 55 créations entre 2010 et 2023. Donc avec 4 monuments, 5 installations, 2 fontaines, 14 reliefs, 21 mosaïques et 9 peintures. Essentiellement réalisées par
60, où nous avons 2 œuvres créées et 2 artistes ayant intervenu, pour moi, avec ces 2 œuvres. La période auquel je m'approprie va de à peu près 49 ans, où nous avons 33 œuvres créées, dont 21 par lui-même, et 9 artistes globalement ayant intervenu dans la vie de l'eau. Et la période vive qui est en ce moment, où qui déjà fait dans travail, 2010, où on a 54 créations. C'est quand même énorme. 54 créations en 13 ans. Et avec 25 artistes aussi ayant intervenu. Vous faites des interprétations par rapport à ça. Donc voilà un peu. Les graphiques, nous avons élaboré des graphiques pour spécifier cela. Donc au niveau de la période donc entre 61 à 90, on a fait une création, de 91 à 2009, on a 5 créations. Donc en 90, on a observé une chute de la création artistique jusqu'en 2009. Donc 20 ans pratiquement, où on n'a plus que 5 créations dans la vie. De 2010 à 2016, on a observé 11 créations artistiques dans la vie. Et à partir de 2017, on a 43 créations artistiques dans la vie. Donc, à quoi est due cette dynamique-là? Quelles réflexions peut-on avoir autour de ces chiffres quand même qui interpellent? Voilà, donc je vais dire que, bon, ça c'est une conclusion. Donc voilà que la courbe de l'évolution, vous voyez qu'il y a ce pic de partir de 2010 à 2023. Quelle interprétation peut-on avoir de cette évolution croissante? C'est des réflexions qu'on peut se poser. Quel rôle a joué le rôle de faire, le rôle a eu par la suite? Pourquoi une croissance est suivie après 2010 et à partir de 2017? Je veux dire l'un des projets, je peux dire qu'il y a ouvert une grande dynamique aussi à l'amener, c'est le projet de la colonne de la paix et de l'aéroport. Parce que c'est à partir de là qu'il y a cette explosion de la création. Parce que je me dis, l'œuvre a été si grande, elle a beaucoup marqué. Parce que la petite histoire, les commandes que moi-même, peut-être que nous avons aussi influencé la création du projet de la mairie, c'est parce que la mairie se disait, on veut faire comme on avait vu à la colonne de la paix. Donc, les œuvres d'art qui précèdent sont autant de marqueurs somatiques qui poussent la dynamique. Et aujourd'hui, on a toute une jeunesse qui sont nés avec les œuvres de Paul Haït dans la vie, qui ont parcouru la vie et ont vu ces œuvres. Donc, ils ont déjà quelque chose de prédisposition ou, je veux dire, d'habitude, au moins à l'art. Voilà, donc c'est ça l'influence que peut avoir l'art dans l'espace public. Donc, on a un boom de 53 créations en moins de 5 ans, 43 créations en moins de 5 ans. Donc, c'est ce qui est quand même énorme. Voilà, donc par la suite, dans les typologies de l'art dans l'espace public, comme dans les types, même aussi, on va observer une libération des styles artistiques. Donc, on a classé le travail de l'art en 2 catégories, la sculpture urbaine et les œuvres murales. La sculpture urbaine va représenter toute œuvre en 3 dimensions dans lesquelles on peut tourner. Donc, en majorité, dans le Japon, là, on appelle ça des rondes de bosse. Ok? Parce qu'il y a des œuvres murales qui sont des sculptures comme des bas-reliefs. Mais tout ça, nous l'avons placé dans les œuvres murales. Donc, dans l'analyse au niveau de l'OME, on a recensé globalement, depuis la période préalable jusqu'à aujourd'hui, nous avons recensé 89 œuvres d'art, c'est non exhaustif. Mais il y a des œuvres qui sont cachées parce que c'est assez complexe de les recenser. Au jour, on découvre. Donc, on a recensé 89, donc 67 œuvres murales et 24 sculptures urbaines. Donc, par la suite, nous avons distingué les sculptures urbaines dans la catégorie des sculptures urbaines. Nous avons les monuments, les installations, les fontaines publiques. Donc, on a recensé 24. Dans les 24, on a 3 fontaines. On se rend compte que la typologie, le travail sur les fontaines, c'est assez rare dans la ville de Lomé. Il n'y a pas assez de fontaines, alors que ça participe au rafraîchissement de la ville. On a des monuments, oui. On a 13 sculptures dans la ville. Donc, en ce qui concerne les monuments, vous pouvez voir le monument de l'indépendance, le monument au colonne de la mer. Ensuite, donc, nous avons essayé de
Sur le budget, là, c'est au niveau des 2 lions. Je pense que c'est les 2 lions. Donc, on a mis au cadeau. Donc, voilà, maintenant au niveau des installations de sculpture, c'est ça que nous avons appelé installations de sculpture dans le premier chef. Donc, ce sont des monuments encore basés sur des sculptures expressives. Donc, il y en a énormément à nommer. Nous avons essayé aussi de cartographier leur position spatiale dans la ville pour voir en fait la dynamique autour de ça. On se rend compte qu'il y a quand même dans la création autour du noyau central, on a quand même une grosse moitié de cette structure assez dure. Pour les œuvres fontaines, on a une œuvre fontaine de Dikeni à Lapé et une au niveau de la Canelle. Il y a une troisième qui a été créée au niveau de la mairie là, de l'école de la seconde. Donc, pour les œuvres murales, telles que ici à la bibliothèque ou au but du campus ou un peu au niveau de la colonne de la paix, nous avons 9 peintures murales qui ont été réalisées essentiellement par le groupe Le Bon Grave, 26 en relief et 29 mosaïques. Donc, le médium de mosaïque domine sur l'espace public à nommer. Donc, voilà un peu des œuvres en relief. Au niveau de ce que nous avons appelé les œuvres en relief, on a au niveau du palais des congrès, on a au niveau de la bibliothèque de l'université, on a des œuvres murales. Ça, c'est maintenant des œuvres murales en navire émaillé, et ici, c'est du béton, voilà, du béton vert. Ok? Donc, on a essayé aussi de recenser au niveau de cartographier ces œuvres dans la ville. Vous pouvez observer leur position qui est datée de communication. Donc, les voies principales. Donc, les œuvres murales à mosaïque, nous avons au niveau de la colonne de la paix, au niveau de l'aéroport de Lomé, on a l'œuvre de monsieur mon professeur, et l'œuvre au niveau de Jean Koumi, au niveau de l'aéroport. On a également un autre médium qui a disparu dans la ville, qui est celle de mosaïque en algébrique émaillé, et qui a disparu après la ville. Je ne sais pas si ça va revenir ou pas. L'œuvre aussi en mosaïque pâte de verre, réalisée par l'Allemand qui est tout à l'heure au niveau de l'INH. Voilà. Parce que l'œuvre là, ça m'a beaucoup inspiré après la mosaïque à la suite. Donc, ça c'est l'occupation spatiale de la mosaïque. Donc, on a une grosse concentration au niveau de la terre, de la voie, il y a des matchs. À cause du projet de la colonne de la paix. Donc, ça c'est les œuvres que va la donc dans la ville, donc c'est ce groupe-là. Et voilà leur localisation. L'avantage maintenant, la différence avec les œuvres murales, en fait, c'est qu'on retrouve quand même certains dans les quartiers. Alors que pour les autres médiums, on ne les retrouve pas dans les quartiers. Donc il y a eu beaucoup plus de démocratie avec les œuvres murales en politique que de l'autre côté. Donc globalement, on a aussi remarqué des performances éphémères dans la vie, là qui disparaît après la création. Donc on a l'œuvre de Bob Batisto, on a aussi des performances de la Sankara, je crois qu'il est là. Voilà, donc on a aussi des performances, mais on n'a pas pu, ça peut paraître que là, mais on n'a pas pu documenter, on ne peut pas documenter, parce qu'il n'y a pas une grosse trace, on n'a pas pu documenter assez ces performances, ces étapes de manifestation dans l'espace public qui rassemblent quand même des gens. Voilà, donc en recap, 89 œuvres dans la ville, 8 monuments, 14 installations, 3 fontaines, 26 reliefs, 29 mosaïques, 9 peintures. Essentiellement réalisées par. Donc voilà aussi le rapport entre les œuvres murales et les sculptures. On voit que les œuvres murales de 2011 à 2023, ça explose. C'est ça qui est commandé. Une grosse disparition de la sculpture. Donc, voici une carte qui récapitule à peu près toutes les créations dans la ville de Lomé. Donc, vous avez constaté qu'on a une grosse densité dans l'espace central et sur cette artère. Donc, on a une grosse densité et au niveau maintenant du reste de la périphérie de laquelle il n'y a aucune
penser autrement? Est-ce qu'on peut influencer la création d'articles qui plus étaient libres? Parce que les gens intervenaient de façon disparate. Est-ce qu'on peut penser de façon stratégique cette intégration dans la vie? Donc c'est autant de questions. Nous avons essayé d'analyser les comment tout vient de les créations, comment ça arrive dans les. Donc on a vu qu'on avait les commandes privées, c'est pas les privés, il y a des gens qui commandaient des institutions, commandaient pour leur prestige. Dans les commandes publiques, et puis on a les positions volontaires. Bon, dans les commandes publiques, c'est vrai qu'il faut nuancer. Ici, j'ai parlé plus des institutions publiques, mais sinon c'est plus dans les démarches de commandes privées, parce que l'université locale, quand elle commande, c'est une commande publique. Mais sauf que il n'y a pas de politique publique derrière cette commande. Donc, c'est nuancé, mais quand même, tu mets dans la commande publique. Ok? Donc, on a rebâti les proportions de cette commande dans un graphique comme ça. On a aussi des productions volontaires qui sont dues par, je dis, l'artiste veut intervenir dans la vie. Alors, il produit. Ou soit, c'est surtout dans la performance qu'on voit cette production volontaire. Mais dans les arts classiques, dans les œuvres, on rencontre très peu de production volontaire, majoritairement au niveau de la peinture murale. Sinon, les autres médiums mosaïques, sauf peut-être la maison de Jean Coumi, qui a été décorée en mosaïque, il y a une production volontaire, ou peut-être une commande privée, c'est pour lui-même. Voilà, on a aussi peut-être quelques idées sculptées. En face, je suis la passage de Paul Lagui, et puis une commande volontaire, mais c'est encore pour lui-même. Donc, quand est-ce que l'artiste agit dans l'espace public, comment on peut réfléchir à ça? Bon, c'est surtout la peinture murale qui permet cette facilité, parce qu'il faut dire que c'est quand même cher de produire des œuvres d'art qui vont être durables. Voilà, donc ça peut être l'une des réponses à cette interrogation. Donc, les procédures par lesquelles on acquiert ces commandes, on a les concours d'art. Nous avons aussi participé à plusieurs concours d'art. Les concours d'art personnes, où on sollicite peut-être l'artiste spécial pour participer au concours. Les commandes créatives, c'est ce qui est majoritaire, et l'intervention volontaire. Donc, c'est l'analyse. Bon, donc après, nous avons quand même essayé d'observer quelques acteurs majeurs, je ne sais pas, à partir des critères. Là, je parle d'art public, je ne parle pas de l'art de façon générale. Je parle d'art dans l'espace public. Donc, à partir des critères comme la taille, l'influence de l'œuvre ou la taille de la quantité de production des œuvres. Donc, naturellement, on a Paul Lagui qui a fait un immense travail. Donc, nous saluons encore la mémoire parce que le travail est gigantesque. C'est l'artiste qui a jusqu'à aujourd'hui le plus produit d'œuvres d'art dans l'espace public. On a Emmanuel Sauvati au travers de tous les projets qui continuent. Depuis 2017, il y a quand même une certaine production d'œuvres d'art de taille. On a Jean Coumi aussi, qu'on retrouve des œuvres quand même de plus en plus, puisqu'on trouve son style, on le reconnaît tous. On trouve des œuvres de plus en plus dans la ville. On a en tout cas Bernard Poussé avec Deux Lions, qui est quand même un ouvrage assez emblématique d'autres créations dans la ville. Donc, après aussi, on a des artistes aussi émergents de l'art public. Émergents, c'est-à-dire, parce que c'est plutôt en termes de quantité de création. Émergents parce que, donc on a le groupe de là, qui fait aussi partie de cette nouvelle dynamique-là. Parce que là, le site A commence bien. C'est vrai que c'est né après ça, 2002 à Lomé, mais la dynamique commence plus à partir après 2010. Et le nombre d'œuvres qui sont créées sont incroyables. Donc, on peut se poser une multitude de questions au travers de cette présentation. Quel regard porter sur l'art public? Quelle relation aussi? Parce qu'au-delà de ça, il y a des questions. Les citadins peuvent-ils avoir des œuvres d'art? Comment peut-on améliorer ces relations? L'art public doit-il être planifié? Si oui, comment? Quelle politique mettre en place? Quelles conséquences peut avoir le développement de cette filière sur le plan social, économique et culturel? Lomé peut-il s'appuyer sur l'art public pour devenir une ville pionnière en Afrique en matière d'intégration artistique? Quel avenir pour l'art public au Togo? C'est autant de questions qui continuent de
Et donc, nous allons suivre cette réflexion avec des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Alors, ce serait plutôt quelques commentaires d'avoir félicité la qualité documentaire de la présentation, de tout le travail de recherche que vous faites, de projection, de lecture, d'analyse, qui nous a été présenté l'impression. Félicitations pour ce travail. C'est un document, je pense que le patron beaucoup d'indicateur qui devrait retenir principalement la vision des grands acteurs de la vie, y compris les acteurs politiques, les parlementaires, les mairies. Parce que ça notre histoire d'artistes dans notre pays, qui fait écho à l'histoire de la République sur le continent. Tu l'as montré très rapidement. Là, on a servi à décider, à citer l'identité du choisi, qui ensuite ont montré l'identité de la Grèce, l'identité de la Rome, et la Grèce est de l'Occident. Donc, on retient que les grandes réalisations occidentales pourraient faire un développement de l'activité de l'époque, et on oublie que tout ça, ceux qui sont venus, ils approchaient à tous. Je pense que le message de la Renaissance, entre le monument de la Renaissance et le grand monument de l'Antiquité, il a fallu attendre à peu près 3 000 ans pour que l'Afrique puisse se réconcilier avec la grandeur de l'art. On nous dit très tôt, très vite qu'on est vivant, qu'on a encore les chaînes pour cette grandeur-là. Voilà, il y a aussi une série de questions à la fin qui sont des questions très intéressantes. Là, Ulule maintenant arrivé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Avant, moi, il y a 10 ans, je regardais tout à l'heure, j'avais fait exactement une conférence sur le sujet pour que les sources d'appliquer dans la vie de l'humain. Tous les 10 ans, il a relevé, il y a eu beaucoup de progression. L'élément qui manque, c'est de se servir de CETA pour décider de l'urbanisation du pays. C'est tout anarchique, c'est pas orienté, c'est pas pensé, c'est pas réfléchi. De manière à ce que, si on prend l'exemple de la ville comme Paris, quand on parle de l'Arc de Triomphe, les 8 principales avenues qui vont desservir la ville participent de l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est un monument central. Et on sent que c'est pensé. Même si quand on prend une ville, à l'intérieur de la ville, ça se dessine très bien. Chez nous, c'est le fait qu'il a dit, évidemment, de 2017, le chemin de la paix a été un déclencheur par l'ampleur, on peut évaluer les moments, de diversité a aussi été un déclencheur par la suite, parce que l'ampleur de ce travail a essaimé, puisque sur les particuliers, la réflexion voilà. Maintenant, il manque ce travail. Je ne sais pas qui sont les acteurs qui doivent, au-delà du ministère de la Culture, qui n'est pas un acteur de l'urbanisation, c'est un acteur culturel. Je pense au ministère de l'urbanisation, l'habitat, je pense notamment au plus haut niveau de l'État, parce que c'est d'abord une décision de projection, une décision de politique. Donc, pour la présidence de la République, et aux municipalités. Donc, on travaille conjoint. Donc, ça, c'est l'occasion de faire circuler ce document. Donc, toutes ces expressions, de les envoyer, ça mérite que ça puisse circuler sur les réseaux pour quand même protéger notre travail de recherche, mais que les décideurs puissent accéder à ce document. Encore une fois, bravo à vous. Oui, merci pour ce travail dense et très très intéressant. Donc on a vu que la partie commence
qui a été esquissée, la partie AI et la partie active maintenant, elle est super bien représentée. La question que je me pose, c'est qu'il y a deux questions qui peuvent être en une. C'est que comment est-ce que le citadin, comment est-ce qu'il profite ou il prend conscience de ses cas? Est-ce qu'il en profite vraiment? Est-ce qu'il en prend conscience réellement? Je pose la question parce que j'ai l'impression que ce dont nous parlons, c'est quelque chose de privilégié. Cet art-là, c'est un art de privilégié. C'est connaître, pouvoir apprécier. Quand je dis apprécier, même le mot apprécier est très précieux. Vous voyez? Et donc, comment est-ce que moi, ma mère, peut profiter de ça? Est-ce qu'elle se rend compte? Je pense que non. Néanmoins, la partie par l'art culturel que vous en avez parlé un petit peu au début, je ne le vois pas vraiment représenté. Peut-être qu'il n'y aura pas, j'en sais rien. Par exemple, dans nos villages, et tout le monde sait que l'Obi est un village, dans nos villages, il y a aussi des statues, on a des débats parfois dans nos quartiers qui sont représentés, c'est de l'art, mais les habitants ne l'appellent pas art. Pour eux, c'est quelque chose de pratique, religieux, mais pour certains d'entre nous, on pense que c'est beau, ça peut être beau, c'est aussi de l'art, bien sûr, ça sert au culte, mais est-ce que c'est une volonté délibérée d'exclure ça, ou est-ce qu'il n'y en a plus? Voilà, c'est la question. Je pense que du côté de Père, on peut trouver des choses de cette nature-là. Voilà, merci. Bon, je vois un peu. Bon, peut-être elle pas oui, comment on appelle c'est quelque chose. Il y a une anecdote concernant le débat. D'abord, je tiens à vous féliciter pour ce travail dense. On avait donné, c'était à l'époque de celui on demande aux enfants de représenter le monument. Et ces enfants, puisque la plupart des élèves n'ont jamais vu de monument, et ils ont représenté le Léguat. Donc, en représentant le Léguat, c'était devenu un conflit entre enseignants. Parce que pour les enseignants, le Léguat n'est pas une sculpture. C'est pas un monument, c'est un élément qui protège le village. Mais pour d'autres, les enfants n'ayant jamais vu de monument ont raison de représenter le Léguat comme monument. Donc, finalement, ça a été tranché, c'était le monument du village. Bon, c'est en parenthèse. Vous avez dans votre exposé esquissé l'école de Lomé, mais vous n'êtes pas revenu là-dessus. Donc, pourquoi? Est-ce que l'école de Lomé n'a pas contribué à quelque chose? Donc, c'est un élément à éclairer aussi. Donc, je vous remercie. Ok, merci beaucoup pour vos interventions. Par rapport à la question de la perception des citadins par rapport à leur appropriation de l'art, je pense que cette conférence ça fait partie d'une série. C'est la première d'une série de conférences qui va suivre autour de la question, parce que la question est vaste. Il faut se regroupe entre artistes, entre public, pour discuter de cela. Est-ce que le citoyen, est-ce qu'il s'approprie, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il rejette ou est-ce qu'il est indifférent? C'est en interrogeant les perceptions qu'on
l'expression artistique devient un luxe. Ça devient un luxe parce que c'est des choses de l'esprit, c'est des choses d'accomplissement. Ça demande des passions de choix pour aller dans la recherche, dans la recherche, dans l'esthétique. Mais quand je le dire, la présence de l'œuvre d'art dans la vie permet d'être en contact direct avec la population. Tout à propos, parfois sur un nouveau top où tu regardes. Ça imprègne en toi quand même une certaine conscience que tu le veux ou pas. Or, l'artiste est le gardien de la culture et de la transmission des valeurs. Et ces formes qu'on trouve dans la vie contribuent à faire œuvre de pédagogie. Je pense que tout doit partir déjà. Si vous donnez une certaine appréciation de l'art dans la vie, c'est parce que certains, moi je me dis, à l'analyse que j'ai fait, c'est qu'on grandit quand même avec la présence de certaines œuvres d'art dans la vie. Parce que j'ai vu un client de ma compagnie qui a dit, ah, chaque fois que je parlais dans la vie, je voyais les trucs de la vie. Aujourd'hui, quand il a grandi, il a eu le moyen de commenter. Donc, il s'est offert une commande de chez lui. Ailleurs, on n'a pas ce phénomène dans certains pays. Je crois que Lomé est en train de se dire, on a une petite chance avec ce phénomène-là qui a Lomé. Que Lomé peut se dire pour se positionner de façon stratégique. Parce que c'est aussi ça le but de la recherche. Donc c'est pédagogique. Quoi qu'il en soit, ça renseigne. Maintenant, peut-être dans les écoles, peut-être dans certaines autres choses avec l'éducation artistique, on peut avoir. Mais je pense que la prochaine génération sera encore plus consciente. Elle s'appellera encore mieux. On a quand même une grosse classe moyenne, montante, dans la vie. C'est eux qui commandent. Parce que là, j'ai parlé de commande publique, je n'ai pas parlé de commande privée. La commande privée est aussi énorme. Il y a des gens qui commandent vraiment tout ça dans le village. Donc ça, c'est public parce que j'ai dit là, qui est perçu depuis la rue. Il y a des institutions qui commandent. Donc, il y a quand même un dynamisme de là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent. Des gens qui vont encore mieux comprendre que nous, ici, voilà, on met en place des démonstrations. Ici aussi, je crois qu'au bout d'une conférence sur on va pas dire débat ici, toujours des stratégies pour l'art, on pourra voir vraiment, parce qu'ailleurs il y a des stratégies pour faire adhérer le public, qui participent même à la création artistique dans la ville. Avant d'implanter une œuvre d'art, on fait asseoir la population, on leur dit, ah voici, il y a une création, ils ont leur mot à dire dans la création. Ailleurs on a eu des rejets d'œuvres d'art. On a eu des rejets d'œuvres d'art. Parce que quelque part, il y a des œuvres d'art qui ne savent pas, peut-être un choc. Comment le public soit. Voilà, parce que l'œuvre d'art a plusieurs fonctions. Donc c'est autant de choses par rapport à cette question. Maintenant, aux questions de l'art culturel. Voilà, si vous suivez mon développement, je parle quand même il faut nuancer un peu l'art traditionnel et un peu contemporain. Mais je parle quand même de l'art traditionnel. Là, au départ, comme un outil de communication, comme une représentation religieuse et spirituelle. C'est d'abord les fonctions de lien de l'art. C'est-à-dire que dès lors qu'on a eu la conscience religieuse, dès lors qu'on a voulu enterrer les morts, on a pris un caillou, on a déposé un monument. C'est le premier geste de création artistique. Dès lors qu'on a voulu retransmettre des symboles et des pensées, on a créé des livres, on a créé des symboles. C'est devenu le premier geste de création artistique. Donc c'est intrinsèquement lié à ça. Maintenant, donc, cet art, à un certain moment, a évolué. Les symboles qui étaient mis sur les murs, par exemple, quand tu vas chez les cassonards, la tortue, le serpent qui est mis, c'est pas pour la décoration, c'est des symboles de protection. Les devants, les structures qui sont faites, c'est des symboles de protection. Donc, c'est là comme langage, comme véhicule d'une certaine charge. Maintenant, dans l'espace public aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment différencier ces deux aspects. Aujourd'hui, là, dans l'espace public, l'art public revêt d'autres fonctions que nous allons aussi analyser. Justement, nous avons des fonctions de communication, embellissement, décoratif. Donc, là, ces fonctions-là. Donc, les éléments culturels, qui ne sont pas d'ailleurs très majeurs, ils peuvent être appréciés dans une catégorie qu'on peut créer. On va la cette catégorie de création. Je pense que c'est sûr, on sera plus organisé en faisant les choses. Parce que c'est un monument encore, au-delà de l'aspect physique, peut-être, il
outre maintenant la création dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans ce cadre humain que j'analyse. Donc ce n'est pas une exclusion. Je me rends compte juste que ces artistes de ce mouvement-là n'ont pas pris la vie comme espace de communication. Okay? Donc ils n'ont pas choisi la vie, ils n'ont pas pris la vie comme espace de communication. C'est ce que je me suis rendu compte autour avec les années. Mais je crois que les œuvres parlent de vie. Si je prends le cas de son militant, par exemple, pendant la période de 90, il a pas présenté des œuvres dans l'espace urbain. Si je prends, beaucoup ont disparu, si on prend l'école d'Apoel, la poste de l'école d'Apoel, il avait représenté beaucoup de choses là-bas, et d'après ses dires, il peut à tout moment, parce qu'on a dit qu'on effaçait ce qu'il créait, et il dit qu'à tout moment, il peut raviver ce qu'il a créé au niveau de la poste. Et je crois qu'il en avait réalisé à l'espace Conquis aussi, je me souviens bien. Donc, je parle de Sonquet comme faisant partie de l'école de l'ONU. Il y a certains qui ont créé des choses, mais beaucoup de choses ne sont pas restées. C'est une exemple. On s'appelle Jean-Louis Labarre. Désolé. Alors, première chose, il ne fait pas partie de l'école de vie. Ça, il ne fait pas partie de l'école de vie. Il a été un maître majeur de l'école, au même moment que l'école de vie, mais il était au-dessus, il a voté. Voilà, il ne fait pas partie de l'école. Par contre, tu as raison. Il a fait énormément, et ça récemment pour fonctionner. On voit une personne qui a fait énormément d'interventions dans l'espace public. En termes de peinture, en termes de performance. Puisque tu as relevé la performance qui va là pour intégrer à la politique, une personne qui est essentiellement une intervention de la politique. Je me souviens qu'il est parti à la recherche de fonds de l'eau perdu qu'il a laissé dans l'espace public. Il a fait des commissariats pour rechercher sa statue qui a été emprisonnée. Donc, il y a des types de performances. Voilà. Vu, comme au départ, j'avais mis les difficultés en côté. Donc, il y a des créations artistiques qui sont plus visibles. Voilà. Et ça aussi, ça doit interpeller le créateur. Par rapport au choix de la technique et de la pérennité de l'œuvre. C'est l'avantage de ces trucs. Voilà, parce qu'on a des œuvres qui vont pratiquement durer encore 200 ans pour passer des pratiques. On a des œuvres, surtout les œuvres de peinture murale, qui après 5 ans n'existent plus. Voilà, donc c'est la faute des choses. Donc je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais il faut essayer d'établir comme pour en trouver. Voilà, on n'a pas. Je pense qu'on va passer à la prochaine série de questions. Bonsoir, félicitations pour le travail. J'ai beaucoup aimé les cartographies spatiales qui donnent, on voit tout le même après, il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que les confrères disaient sur l'art spirituel, on a beaucoup de débats à je pense que ce qui est intéressant aussi dans la réflexion, c'est de se préparer aussi cette réflexion, on va dire, européenne, qui est un regard sur ce qui est africain et qui peut être à ou pas. Voilà. Je pense aussi que si on peut replacer un contexte pour les prochaines, je dis moi travail excellent, juste que pour les prochaines, si on peut, même vous, ça vous habituez d'aller voir, parce que c'était comme un débat, mais après, si on peut les documenter, on fait voilà, autre chose qui peuvent aussi, qui sont dans l'espace public sur lesquels. Voilà. Ma question c'est, puisque moi je viens beaucoup plus des arts vivants, l'art vivant qui a pris d'assaut l'art public depuis un moment, l'espace public maintenant, avec des festivals, etc. Et quand je peux citer un concept qui s'appelle DHI, de parler qui fait des spectacles dans les quartiers, dans les maisons,
Parce que le théâtre regroupe un peu tous les arts, la performance, le genre, le débat. Maintenant, où je voudrais en venir, dans votre présentation, est-ce que les arts vivants, puisqu'ils blessent et ils meurent, n'ont pas leur place dans l'espace public, dans la présentation? Voilà, ça c'est une très bonne question. Les arts vivants ont leur place dans l'espace public. Non, sauf que, comme il n'y a pas de stratégie d'ensemble, d'observatoire, d'observatoire de ces arts, par exemple, il y a une très difficile de trouver des informations par rapport à ce qui se passe dans la vie. Là aussi, ça fait partie de l'art public. Maintenant, je définis dans mon étude un cadre d'analyse, en précisant que je vais m'attaquer aux arts plastiques dans l'espace public. Voilà, donc ça fait partie de l'art, de façon générale, dans le sens large du terme art. Ok, voilà, donc dans le cadre de l'analyse, ce que je peux analyser, parce que le champ est assez bas, je suis attaqué à ça. Mais je continue de dire que lorsqu'il s'agira de réfléchir de façon globale, il faudrait que les performances, les actions de performance dans l'espace public aient une ligne de conduite, ou peut-être aient une histoire documentée, peut-être parce qu'ailleurs, pour rejoindre, c'est dans l'un des, comme il a parlé du bureau de ministère du urbanisme, du ministère de l'agriculture et tout, ailleurs, là, c'est ce qu'on appelle le bureau des arts de la vie, qui est chargé, peut-être dans les communautés ou dans le pays en général, qui est chargé on va dire quoi, avec des commissions qui sont là pour documenter, organiser des stratégies, financer à la limite ces projections d'adaptation. Donc c'est ce qui fait que j'invite aussi ceux qui font des performances à les documenter. À les documenter parce que la plus grosse difficulté, c'est que chacun fait tout un à un, manuellement. Il n'y a aucune documentation relative à ça dans la vie. Donc les artistes doivent documenter le travail, les signer, dater, pour permettre à la postérité de suivre le travail qui a été fait. C'est quand tu documentes, ça veut dire quoi? Documenter, ça veut dire vous avez fait une performance dans l'espace. Vous avez écrit, vous mettez la date, vous mettez des images, des trucs. Vous faites des descriptifs, peut-être des participants. C'est si vous prenez le même format qu'on a cherché. Voilà. Le texte de l'université. Non, mais c'est des réflexions. Merci de traces. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, moi, si vous avez une documentation qu'on vous approche de moi, si je ne sais pas, parce que je n'ai pas tout ce qu'il y a dans la liste, parce que j'ai de tout, la déclaration, des trucs, donc placer, et après, on peut. Si de façon, si après, c'est planifié, on va voir si Internet vous dit qu'on va retrouver tout ce que vous avez fait, tout ce qui se passe dans la vie. Donc, c'est à ça qu'on peut être avec telle réflexion. Donc, des questions. Juste une contribution. Moi, c'est par rapport à l'art culturel. Moi, c'est à propos de l'art culturel. Par exemple, si vous voyez les travaux de Edwige Jacquot, moi, j'ai vu quelques expositions de Serge au Bénin et à l'espace public à Strasbourg. J'ai vu beaucoup de déclinaisons de débats. Et quand on est ici, on peut voir les petits débats, les grands débats déclinés dans l'espace public à Strasbourg. Et c'est effarant. On ne peut pas confisquer les œuvres des Africains au musée de Branly et ne pas dire que c'est de l'art pour le définir comme des arts publics. Merci. Je crois que je vais commencer par la orientation. En termes de l'art, je ne sais pas si vous appelez ça culturel. Non. Je pense qu'il y a un nom pour définir ça. Là, c'est l'art. Vous voyez, c'est une question qui porte. Et c'est ce que nous avons eu comme influence
Richard Piras. Ils ont bien défini la zone. Et jusqu'à présent, il y a des là, c'est là. Que soit la santé, parce que quelle est la différence entre la Vierge Marie et l'élébat, ou un élébat du quartier? Si nous mettons tout ça dans la structure, c'est pas la différence. L'enfant Jésus et, oh, excusez-moi, voilà, et sa patère, voilà, c'est pas la différence. La structure, qu'est-ce que nous avons? C'est ça la différence. Ok, là j'avance. L'école de Lomé, je crois que j'ai une espèce là-dessus. Quand ça a été encore, moi j'ai allé. Voilà. À propos de l'école de Lomé, il y a qu'est-ce que ça? Ça va être aussi, il y a une bonne partie de ma tête qui parle. À propos de l'école de Lomé. C'est vrai que son pays d'or, aussi à tout, n'ont pas été vraiment marqués plus d'être agriculteurs que la situation. C'est l'agriculture entre Paul Aïe et la nouvelle tendance. C'est ça. Là, il y a comme la nouvelle génération qui a ajouté autour de comme vous êtes en train de dire. On a Eric, le grand-père. Voilà. Donc c'est ça le chez moi. Maintenant, j'ai ma préoccupation. C'est quoi la cartographie économique dans la piste de l'eau? Ça s'arrête de l'eau. C'est où? On apprend
toucher ou l'impact qui est le caractère montage, qui va affecter moi ma vision de ça. J'aimerais vraiment avoir un avis sur ça, et savoir exactement est-ce que c'est vraiment des problèmes qui est beaucoup dans la Ok. Bon, non, je finis là-bas et puis c'est mieux d'intégrer en même temps que donc je fais d'abord une question donc, par rapport à cette question, je vous expliqué tout à l'heure que c'est une série d'interventions. Aussi, c'est pas il y a d'abord la question de la perception du public, le regard de l'artiste lui-même. Il y a la question des fonctions de l'art dans l'espace public, à quoi ça sert. Il y a la question d'impact, de mesurer l'impact économique, social, culturel, politique de l'art dans l'espace public. Parce que, donc, la question que tu poses des questions au niveau des fonctions, c'est-à-dire qu'au niveau de l'impact. Donc, comme il y a toute une série là-dessus, parce que l'espace, ici j'ai présenté la dynamique, c'est-à-dire en termes de quantité. J'ai bien choisi de présenter ici comment ça a évolué, un peu d'histoire, un peu d'introduction, un peu baliser le terme, comment ça a évolué, comment on en est. Donc je n'ai pas parlé encore comment dire du caractère de l'œuvre. Parce qu'après il faut se pencher sur l'analyse des choses. C'est quelle rencontre? Est-ce qu'elle est en cohérence avec notre identité? Est-ce qu'il y a un biais? Un peu comme ce qui se passe à l'architecture. Qu'est-ce qui se passe aussi dans le côté de l'art? Donc il y a énormément de questions. Donc je vais te laisser sur la soirée. Je vais te dire la prochaine. Par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'est pas question d'enseigner quel type d'art il faut aimer. Mais c'est au nom du quoi il faut aimer l'art. Donc, on ne peut pas vous dire d'aller aimer. Après, ceux qui commencent, on peut regarder par là, aller pleurer. Il n'y a pas de problème. Voyez? Donc, ce n'est pas. C'est le jugement, c'est le coup qui est là. C'est le jugement du coup. Ou alors, je dis, on n'aime plus. Ou alors, on aime aujourd'hui. Bon, ça dit, on n'aime pas, sinon on a commencé par aimer. Les œuvres dont vous parlez, peut-être demain, vous allez commencer. Voilà. Laissez passer ce produit, c'est comme ça. C'est pas dit, on regarde là, c'est pas au nom, il n'y a pas de règles directes. On aime ou on n'aime pas. Mais ça ne change pas, ça n'affecte pas que ce soit de l'art. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis un peu pendant l'information. La question culturelle. Ce qui m'intéresse, c'est qu'après, monsieur qui est devant, qui porte la casquette, il disait qu'il faut connaître pour apprécier. En fait, je donne un point pour se développer la créativité culturelle en Amérique. On avait un problème d'étudiants qui demandait des appréciations, des principes pour se développer. Vous devez dire ça, vous avez dit, l'histoire, mais il veut leur pouce, il veut qu'on augmente leur pouce. Le tâche universitaire. Donc, pourquoi construire des principes sur la culture université développée alors qu'ils vont sur le campus? Vous voyez déjà, ça pose la question de la perception même de l'art amélioré. Si les élites comme les étudiants apprécient mal tout investissement, comment le feront nos parents qui sont à la maison, qui n'ont pas de niveau comme nous autres? Donc voilà, ça montre que est-ce que la coproduction, vous avez adopté une démarche inclusive avec les communautés pour qu'ils apprécient ce que vous produisez ou bien comment? Et ma deuxième question porte sur la culture de l'art de 1991 à 2009. Souvent, c'est à ailleurs, ce qu'on vient sert de
petite question, c'est que quand on parle de la ville de l'Opé, quand on parle de Paris, on parle à tous les gens. Comme la clé visuelle. Est-ce que l'Opé, c'est la route de la paix, c'est l'Opé de Paris, c'est quel, je dirais, monument qui donne la vie de l'Opé? Merci beaucoup. Merci pour votre intervention qui est assez riche. Par rapport à la question de. J'ai parlé tout à l'heure de la réanimation. Ça va être révélateur d'une période de crise aussi que nous avons au niveau de la confiance que nous avons en nous. Dans la pyramide des besoins, les villages se situent au niveau ça touche aux questions de réalisation d'identité, de l'art, et puis de l'esthétique. Si on analyse la méthode que nous faisions, je crois que j'ai tout à parler, lorsque nous faisions les œuvres de Campus, c'était en moto avec un téléphone. Donc, on était en moto, on a expliqué. On demande au gouvernement de créer des emplois, qu'ils décident des choses de une question tout à fait normale. Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il ne mesure pas l'apport économique que cette œuvre-là peut lui. Il oublie que ce projet, pendant que ce projet de réalité, il y a beaucoup qui ont fait du travail avec 30 jeunes, beaucoup ont été formés et aujourd'hui ils travaillent dans le domaine de l'art grâce à ce projet. Grâce à ce projet. De trois, c'est une chaîne de valeur. Parce qu'il faut qu'on arrête aussi de voir là uniquement dans le sens de la béatitude, mais qu'on le voit aussi comme un outil économique. Parce que là, un outil économique, là c'est l'exemple, c'est un peu les livres de ma thèse, là c'est la première action de l'industrialisation. Parce que si là, créer une œuvre là, c'est de prendre quelque chose de basique, de le transformer en quelque chose de précieux. Donc c'est déjà un processus de créatif d'industrialisation. L'idée de créer une œuvre d'art poussée, quand vous voyez les artistes qui sont un peu considérés comme suivants, parce qu'il faut énormément de patience, de rigueur, de culture, de finesse, pour tailler une sculpture dans tout ça, pour trouver l'élégance et la beauté. Or, c'est ce dont nos industries et nos créateurs, nos inventions, quand vous regardez nos inventions, il n'y a pas d'esthétique. Or, les plus grandes, ce qui a donné la force aux plus grandes marques, c'est l'esthétique. Donc, il faut qu'on recadre, là, je m'appelle entrer dans le il faut qu'on change de perception. Parce que les gens ne comprennent pas l'impact financier ou l'impact stratégique que l'art peut avoir. Je pense que c'est tout juste un problème de compréhension. Parce qu'on se dit non, c'est l'exaltation, c'est la beauté, c'est la art. Non. L'esthétique est une valeur en soi de grandeur. C'est qu'on sait qu'on est un peu grand, qu'on va faire l'esthétique. Regardez nos anciens empires. Il y a des civilisations qui ne font pas l'esthétique. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont créé de majestueux. Donc je pense que si nous regardons aussi cette confiance civilisationnelle, je crois qu'il y a certaines autres questions qui ne se poseront plus. Et il a toute sa question. Il a parlé de la crise, du contexte de la crise. Donc, j'ai parlé dans le contexte de la crise, là je me m'adresse le monsieur. Ici, il était question, j'ai bien parlé de l'art public, on n'a pas empêché les artistes de créer. Là, c'est pas un contexte général. L'espace public, c'est un espace de manifestation politique, c'est un espace réglementé. C'est pas comme dans l'espace privé. L'espace public, c'est un espace, on dit public, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous voyez un peu, donc dans les contextes de crise, on a tendance non plus à, dès qu'on revient les budgets, parce que les tributaires de la commande publique aussi, ces œuvres-là, vous vraiment payer les œuvres sur la table des budgets. Alors, donc ça peut expliquer ce nombre de choses. Mais sinon, je pense qu'à partir de musique, de prolifération, d'autres formes d'expression artistique, je crois que les artistes togolais ont vraiment créé aussi au travers de ce temps. Donc là, ici, il y a un cadre d'étude, de réflexion. C'est un cadre. L'espace visuel, c'est pour voir notre propre vie. Après, maintenant, ce qui se passe à l'intérieur, je me dis qu'il y a des œuvres, dans les maisons, déjà, il y a des œuvres, mais on a. C'est pas l'objet de l'analyse. Donc, c'était
pas être peu pour le coucher de soleil. Non, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà. Et c'est même l'un des caractéristiques de la fragilité. Le fait de ne pas. Oui, parce que si vous analysez, moi je fais une petite analyse, les grands quartiers et les pauvres quartiers, les quartiers moyens, c'est quoi? C'est le niveau de d'ordre. Vous mettez aussi. Moi, c'est au niveau de la moi, je pense que c'est propre à chaque personne. C'est propre à chaque personne de voir son intérêt, suivant son cadre, son prisme. Moi, je pense que, pour la chose, une homme qui est belle, qui a assez de qualités pour personne, ça crée, comme vous avez dit, la stabilité territoriale. Les gens veulent venir dans le pays pour voir cette culture. Et quand les gens viennent dans le pays pour voir cette culture, le seul même qui on va pouvoir, il va comprendre que ça ne vient pas parce qu'il va prendre peut-être des étrangers qui font peut-être des fois aller voir le pays. Ça, il fait gagner le rapport. Ça veut dire qu'on peut changer la perception de 4% des gens que l'art va toucher leur quotidien. Et ça, c'est d'abord par le fait qu'on puisse créer des choses qui puissent avoir que les cas qui se passent. Le simple cas de vie à ce niveau, c'est ça parle de quelque chose. Il faut vraiment que ça puisse toucher le quotidien de chacun. Et le concert pour comprendre que c'est pas bon. Ce qui fait la force d'une œuvre d'art publique. Il y a des œuvres d'art qui stabilisent, qui ont une bonne réflexion, donc il y a une différence. En quoi? Pourquoi? Donc, je parle de on va analyser ça. Moi, je voudrais ajouter ce que je veux. Déjà, selon quand on construit c'est une forme d'art, et lorsque on ne l'utilise pas directement, on trouve que ça ne nous sert pas. Mais nous sommes tous d'accord que quand le crayon a dit que la statue, le monument de la plante de la paix, on voit que les jeunes, même si ils disent que l'art ne les intéresse pas, on n'a pas fait des selfies. Moi, particulièrement ici, quand je suis arrivé, pour montrer à ceux de mon pays que je suis arrivé dans notre pays. Je suis allé au Bénin pour faire des photos. Donc, je trouve que les petits photos. Et je vois que les parents sont quand même fiers des documents qui sont publiés. Même s'ils ne trouvent pas l'intérêt directement, ça n'a pas de rapport directement en lien avec eux, mais ça fait déjà partie des fiertés du pays. Et ces monuments-là sont déjà des notions beaucoup sur les réseaux sociaux également. Donc, je crois que ça donne une société. Puis, c'est l'identité aussi de la ville de nous. Ce que je veux ajouter aussi. J'ai une question par rapport à l'ouvrage. Je voulais poser sur une phrase que j'ai dit tout à l'heure sur la périphérie et pour radar. Quelles sont les raisons, comment tu l'expliques cette pauvreté? Et est-ce qu'il y a moins de ces publics? Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins aménagés? Et quelle est la relation? Parce que tout à l'heure, il y a quelque chose qui tendait à, dans les échanges, tendait à stigmatiser la pauvreté.
essayer d'observer maintenant globalement comment ça se passe. Donc, je crois qu'aujourd'hui, bon, on a la ville de l'Obé jusqu'au Grand Lobé, donc jusqu'à le Basico, ça c'est jusqu'au Grand Lobé. Mais pourquoi je rappelle qu'il y a une grosse concentration au niveau du centre-ville? Quelle est la cause? Pourquoi? Je vais dire que au niveau du centre-ville, c'est d'abord le noyau ancien. Vous savez que si on va observer la dynamique spatiale aussi, je pense qu'il y a eu plus d'accélération aussi de la ville dans les années d'adaptation de la ville avec l'orientation de l'application par rapport au début. Et aussi au niveau du centre-ville, c'est là où il y a des institutions. Qui commande? Parce qu'il faut aller analyser les commandes. Qui commande ces œuvres-là? Ce sont les institutions, c'est l'État, ce sont les institutions publiques, ce sont les communautés. Très peu, il y a aussi le nombre d'entreprises. Les entreprises qui commandent, par exemple, pour la société, il y a 6 euros, on a commandé soit 2 œuvres au niveau de Sorvati et des Sorvati et d'Ampoui. Donc, on a des grandes institutions qui commandent ces œuvres-là. Et où sont-ils situés? Naturellement, au niveau du centre-ville. Ok? Au niveau du centre-ville. Maintenant, l'œuvre d'art public doit être visible. Pourquoi ils commandent? C'est là où on devrait, où on va analyser les fonctions que vous me faites aller loin. Pourquoi ils commandent? Donc, on a essayé aussi d'analyser l'objectif qui était derrière leur commande. L'objectif derrière leur commande. Et donc, c'est pour il y a l'œuvre d'art a une valeur de prestige. Lorsqu'on parle des valeurs de l'œuvre d'art, une institution comme la BTC, l'ancienne BTC, l'évangile Paul a dit, elle a une aura, elle a une influence, elle a gagné du prestige aussi au travers de l'œuvre de l'artiste. Donc, et du coup, c'est pas le périphérique qu'on va trouver ces institutions. Maintenant, est-ce que dans parmi toutes ces commandes de la publique, est-ce que les collectivités ont une stratégie? On va de stratégie d'intégration de l'œuvre d'art. Donc, ce qui fait que peut-être qu'on va placer quelques groupes au hasard, et par la suite, ça ne suit pas de stratégie. Est-ce que les particuliers commandent des œuvres d'art pour leur produit? Non, ils ne commandent pas pour leur produit, pour les ils commandent pour l'intérieur. Et il y a beaucoup de particuliers dans ces quartiers-là, des créations, juste à l'homme, là-bas, ils ont des métalliques, ils ont des créations à l'intérieur. Ok? Donc c'est pas public. Ils ne partagent pas, ils ne mettent pas l'œuvre à l'extérieur pour montrer, traduire le message. Mais plutôt, le mettre dans leur cadre intérieur, donc le niveau de la donc il y a toute cette analyse-là. Maintenant, dans les quartiers, qu'est-ce qui peut être fait? Je me suis rendu compte que, quand même, dans les quartiers périphériques, c'est la peinture murale, on fait des tags, on a des tags, des graffitis, des expressions, des créations comme ça, choix, tout le temps avec quelque chose qu'on va sur la peinture murale ou encore comme la petite art, qui permet de démocratiser un peu la création dans les quartiers, dans l'espace des quartiers. Maintenant, est-ce que collectivement les quartiers peuvent s'organiser, créer, commander, comment la vie peut être? Tout ça, c'est des questions, c'est des réalités. Ok? Déjà même, donc, ce qui fait que, donc, naturellement, parce que je vous ai dit, les productions volontaires d'art sont assez faibles. C'est-à-dire pas volontairement. Et aussi le contexte de création de peinture murale, on aussi dit que peut-être à New York c'est un peu différent, parce que là-bas, en Europe c'est un peu différent, les gens sont dans, je ne sais pas, un peu une certaine liberté, mais ici, il ne va pas écrire n'importe quoi dans l'espace public, dans les institutions, quand même il y a un certain ordre, voilà, qui font que les réalités sont différentes, on n'intervient pas automatiquement dans l'espace public, les autorisations, sinon, il faut avoir des problèmes. Donc il y aura maintenant aussi un débat de l'espace public, la politique de l'espace public, comment nous percevons l'espace public, qu'est-ce qui est possible là-bas, qu'est-ce qui n'est pas possible. Au niveau même de la performance, comment on perçoit ceux qui font la performance, est-ce qu'ils font des coups, ou est-ce que on trouve que c'est une valeur à ajouter. Donc, non, j'ai dit,
question. Oui. En fait, j'ai l'impression sa question. Il y a une petite nuance. Oui. Peut faire survoler. Oui. En tant qu'artiste, qui a travaillé sur commande publique, dans la réalisation de ton œuvre, est-ce que vous avez intégré une espèce de médiation pour que le public puisse intégrer à l'espace public? Oui. C'est une très bonne question. Une très bonne question. Non. Et pourquoi? Voilà, pourquoi. Je pense que ça fait déjà. Non, c'est bon. Ça fait partie de tous les concours de l'art. Il faut que. Est-ce que déjà dans la ville, les citadins qui font partie, est-ce qu'on les consulte sur des projets qui concernent leur communauté? Pour aller déjà à l'autre, ça fait du bon. Par exemple, on a créé le grand nombre de est-ce qu'il y a une action citoyenne? Déjà, il faut qu'on arrive à ce niveau de réflexion. Est-ce que les citoyens participent à tout ce qui se passe dans les communautés, les projets de la communauté? Donc, déjà, c'est transversal. Ok? Maintenant, au niveau de l'art, il faut idéalement que le processus de commande, s'il est bien planifié, ok? Parce que si un client commande une œuvre de son œuvre, il doit lui présenter la paquette et puis il va dire, il ne va pas faire une commission pour que les gens valident son œuvre. Sa communauté, c'est un peu comme quelqu'un qui veut faire la décoration de sa patate, il met dans la commande de sa patate, il n'a pas besoin d'exploitation, tout ça. Donc, ça va dépendre aussi du type de projet. Si c'est une commande planifiée, ou peut-être pas la commune, ou peut-être pas, parce que ça a été planifié par le lycée d'activité, que chaque année, on élève 10 œuvres d'art dans la vie. La planification de l'art, c'est pas permis aujourd'hui en France de chaque année, chaque année, donc on peut planifier que dans 5 ans, on aura 10 centaines d'œuvres d'art. Dans 10 ans, on aura 1000. C'est une planification. Et dans ce cas, il y a toute une stratégie d'intégration de la communauté. Mais ça ne se fait pas encore. Ça n'a rien. Ça ne se fait pas encore. Il faut se mettre là-dessus. Puis, je sais que le monsieur. D'accord, je voudrais d'abord comme porte-parole aussi, je voudrais parler et à qui tu ne donnes pas la parole. Parce que pour moi, ça tombe plus la parole dans ceux qui ont déjà dit quelque chose. Ah bon? Donc, oui, ma question. Désolé. Le prochaine fois, donne-nous la parole, très important, placement. Et après, prendre aussi l'information de ceux qui ont déjà dit. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais profiter, puisque j'ai le micro. Je voudrais que vous remerciez pour la richesse de la présentation, mais aussi dire merci à toutes les contributions qui, à mon avis, ont été très enrichissantes jusque-là. Ce que je voudrais ajouter touche au contact des séries de questions que tu dois inscrire tous les jours. Le contact, le dernier point. Le contact qui parle de l'intérêt économique. Là, il y a le point 5 pendant le dernier point qui évoque l'avenir de l'art. Bon, désolé, je voudrais donner une expérience personnelle et une partie de l'art, les propositions tactiles, ce que je pense. 2012, si je me mémoire, à 2010, j'ai travaillé à son saisonnière comme guide touristique. Et parmi les circuits qu'on me proposait, il faut dire que beaucoup de touristes venaient autour, je ne sais plus. À partir de 2018, je me suis désintéressé parce que je n'étais plus le travail. Et donc, je ne sais plus exactement ce qui se passe. Mais pendant la période de sécurité, chaque année, au moins, plusieurs milliers de touristes venaient autour de différents pays, l'Angleterre, l'Amérique. Et donc, parmi les circuits
C'est tout. Il faut aller aussi à Paris. C'est tout. Et je pense que pour créer l'espace de business, je ne sais pas par quel moyen la peut se passer, mais on peut créer un circuit touristique, artistique. J'avais déjà proposé lors d'une communication pendant le groupe Jazz Festival que nous avons un nom qu'on n'exploite pas. On a un objectif partout. Le gars, pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas ce nom pour les intérêts économiques que cela peut générer? Par exemple, créer un circuit volaille en Italie et inscrire au ministère du tourisme. Parce que ceux qui font le business tourisme doivent savoir qu'il y a un ministère. Je ne peux pas de ministère du tourisme instaurer ce circuit avec une documentation qui permet de parler de façon efficace de ce qui est là, en tout cas en termes de position artistique de la ville de l'Université dans l'Afrique de l'Ouest. Donc on peut créer des sites volailles. D'ailleurs, on peut créer plusieurs sites volailles. Et élargir aux autres activités qui ont été dans la ville, on peut créer ces circuits-là et cela va générer la plus-value. Pour la question que les étudiants ont posée et que plusieurs personnes ont aidé, je crois que c'est le discours public qui quelqu'un manque de discours. Qui on a l'impression qu'on investit plutôt dans ce qui est lutte, en négligeant ce qui est vital. D'abord là, c'est vital aussi, n'est-ce pas? Et donc, point de vue, si le politique prend la peur de faire une politique et de planifier l'implantation des œuvres dramatiques avec l'aspect que je viens d'évoquer, je crois que ça va résoudre le problème de l'infrastructure. Apparemment parce que je m'exprime par rapport à l'intervention que l'ami non, pas quelqu'un. Oui. Ah non. Il y a un semblant de la part de la population. C'est comme si la population ne savait pas qu'il y a des œuvres d'art. Mais c'est un semblant. Pour peu qu'on leur donne l'opportunité, c'est étonné de comment ce qu'on appelle les ventes d'art ou les dirigeants ou je ne sais pas, je ne peux pas utiliser le citoyen lambda, mais vous serez étonné du rapport que ces personnes entretiennent avec les arts. Ça ne peut pas être un rapport que tu le fais parce que tu es en fait. C'est-à-dire que tu as un niveau d'appréciation de l'art. Il y a des personnes qui facilement s'identifient à l'art selon leur degré d'appréciation, selon leur niveau. Et donc, je crois que ce qu'on a évoqué ici, à mon avis, pourrait contribuer à éveiller la conscience des uns et des autres. C'est une politique. C'est ça qui manque. Alors, merci. Bonsoir, monsieur l'architecte l'artiste. Ça m'a fait plaisir dans l'intervention et j'aurais souhaité que dans les mois des années à venir, que d'autres propositions puissent venir encore. Donc, monsieur Eric disait tout à l'heure, que là, normalement devait servir à tracer des villes et des pays. Et ce que j'ai
ça c'est l'avis personnel. Ce que je constate au Togo, c'est qu'il y a une prolifération de l'art au Togo sans contrôle. Ça c'est mon avis personnel. Une fameuse loi de 1% qui dit que les 1% d'un bâtiment doivent servir à créer de l'art ou embellir le bâtiment. Donc, ce que moi je constate personnellement, c'est que la loi, je ne sais pas si elle n'est pas applicable au Togo, je ne vois pas. Il y a plein de bâtiments qui sortent de terre au Togo, mais je ne vois pas là cette application de la loi. Ce que je vois sous les bâtiments, c'est tous des carrossements verticaux. Est-ce que c'est la loi qui n'est pas appliquée ou bien c'est nos architectes qui ne font pas plus de générosité de talent pour nous proposer autre chose que les vies et les talents? Oui, c'est vrai. Par rapport à la question du directeur, le circuit pour la vie, moi j'ai commencé, je crois que les étudiants que j'ai eu depuis depuis 2015 ont fait ce circuit, ce que j'ai en fait, ce circuit la sortie de le circuit pour la vie. Et j'avais eu le prix du Sénat français par rapport à ce circuit, j'ai créé ce circuit avec le CAT, à la vue les images. L'Union européenne, l'ambassade de France, Maison TV5 mois, je fais ça depuis 2015. Ça a été, si le directeur a été son de réaliser ça. J'ai tous les documents qu'il faut. On a regardé des vidéos, c'est tout ça intéressant maintenant. Voilà, vas-y, c'était le commentaire. Oui, non, pas c'est mon conseil. Non, il y a une carte comme ça. Il y a une carte avec des clients, avec des clients de voilà. Je ne sais pas qui la dernière intervention et la dernière intervention. Bonsoir, merci à Léopold pour sa présentation assez riche, son chef du master. Et du coup, ça nous met un peu de certaines envies de découvrir ce qu'il fera et qu'il est déjà en train de développer dans son projet de thèse. Alors, mon intervention, je vais beaucoup plus avoir une description par rapport au contradictoire et au à tout ce qu'il a eu à faire comme présentation. Et je dirais premièrement, la ville de Lomé a cette, je ne veux pas dire malchance, d'être la principale et essentielle de Togo. Et une ville peut être en quelque sorte multifonctionnelle, peut pas en quelque sorte embrasser toutes les fonctions et plus ou moins les valoriser au même niveau. Parce que Lomé est déjà portière, c'est la ville portière, la ville économique, la ville politique, la ville administrative, peut-être la vie culturelle aussi. Donc, vous dites que s'il y avait par exemple une autre ville qui pouvait en quelque sorte compléter la ville de Lomé, ça pourrait peut-être embrasser la fonction beaucoup plus culturelle, peut-être à l'heure, je ne sais pas. C'est comme vous dites que le politique, au moment donné, va faire un choix prépondérant et prioritaire. C'est la raison pour laquelle je peux plus ou moins me soucier peut-être qu'à un moment donné, on ressent toute forme de frein au niveau de la production culturelle et artistique de la ville de Togo. Je ne voudrais pas discuter le fait qu'on a l'impression que les représentations du moins c'est la fonction artistique de la théorie à travers cette plateforme s'expriment de manière anarchique. Mais je voudrais aussi dire qu'en même temps, c'est cette anarchie à quelque part, ou cette image informelle qui peut aussi apporter de la vie. Cette expression parfois libre et volontaire et parfois spontanée. Maintenant, de ce qui est de comment planifier cette propagation artistique dans la théorie, moi je dirais que le petit malheur l'entorse qui a été faite a été au niveau de la mise en place de la réalisation schéma directeur de l'entreprise. Parce que je me dis dans c'est pour les grandes universités. Parce qu'il y a des rubriques où il y a des questions de faire des plans de parallèlage.
c'est à ce niveau que le politique devait aussi plus ou moins s'attarder davantage, prononcer sa volonté de promouvoir, n'est-ce pas, dans la vie. Et donc, du coup, moi, je me dis qu'il n'est pas peut-être trop tard, et aussi peut-être à travers, comme déplacement à travers la thèse, on va peut-être faire des propositions, des réflexions qui pourront toujours sensibilisant dans les chercheurs, mais je me dis déjà à travers cet exposé, c'est une forme de soumettre à la langue qui est vraiment de réinterroger sur quelle est véritablement la place de l'art dans la vie. D'autant plus que lorsque parfois on met une ville, ou bien lorsqu'on veut être cadre, ou bien peut-être donner le symbole d'une ville, on ne s'appuie pas forcément sur l'image du président, mais peut-être pour personnalité de pays, on s'appuie sur un père qui est le monument, et du coup, je me dis que là, nous sommes à la place. Donc, c'est plus ou moins cette contribution que je voulais faire par rapport à ce que fait. Merci. Merci pour ton intervention. Je vais faire un dernier commentaire donc, par rapport à ce que tu as dit, c'est tout l'objet de la recherche. C'est de pouvoir accompagner le développement. Parce que cette filière développée, c'est le secteur de l'art, c'est beaucoup de secteurs qui sont développés. Voilà, donc, il faut dire que même en Europe, c'est en 1971 qu'il y a une filière politique d'art qui commence à être mise en place. Et notamment la loi des institutions sera dans une prochaine intervention. Dans le contexte, même il y a beaucoup de questions, on va avoir, je lis les documents de développement des stratégies culturelles. Donc, le volet c'est ça, le volet spécifiquement c'est ce petit élément que vous avez bien introduit dans la réflexion. Si ça apporte de la recherche en tant qu'acteur de domaine, si ça apporte de la recherche pour pouvoir accompagner les décideurs à la prise de décision. De façon plus globale, les uns et les autres puissent se retrouver à l'extérieur. Donc voilà un peu pour voilà un peu ce qui concerne les apports de l'institut. Donc par rapport aux questions de parcours touristique, si on a une carte de la ville avec les deux arts, on peut établir un parcours touristique. Après, il faut qu'on réfléchisse à l'interaction entre l'œuvre d'art, l'espace et l'utilisateur. Les œuvres d'art qui sont faites au bord de la route, s'il y a un espace de rencontre et de dialogue autour de cette œuvre d'art, comment la communauté s'approprie et comment ça devient des lieux de dialogue et d'interaction. Donc c'est autant de réflexions que j'aimerais que chacun de nous avec et contribue à se questionner là-dessus. Nous sommes réceptifs à vos apports, à vos contributions et voilà, donc notre rendez-vous. Déjà, on va continuer là-dessus sur les prochains échanges sur cette thématique. Je vous remercie d'être venus vraiment. Yes.
de France